Bonjour, je m'appelle Marie Rantous, je suis avocate à la retraite et professeure de droit international public à l'Institut des sciences politiques de l'Université Saint-Joseph de Beyrouth. On va étudier la licéité de l'attaque de l'Iran par les États-Unis et les Israéliens. Et afin d'évaluer la licéité d'une opération, on commence par voir quels étaient les faits. Le 28 février 2026, Israël et les États-Unis ont frappé divers sites stratégiques en Iran. L'attaque a débuté par une opération militaire conjointe. Alors c'est fureur épique pour les Américains, c'est comme ça qu'ils l'ont appelé, et lion rugissant pour les Israéliens. Le président américain Donald Trump a décrit les opérations militaires majeures en cours et il a appelé les forces iraniennes à déposer les armes, disant que depuis 47 ans, les Iraniens scandent mort à l'Amérique et qu'ils ne pouvaient plus tolérer cela. Donc, l'objectif de l'attaque américaine pour les Américains, c'était de défendre le peuple iranien, en fait de défendre le peuple américain en éliminant la menace qui vient du régime iranien. Donc, il fallait s'assurer également que l'Iran ne possédait pas ou ne puisse pas posséder l'arme nucléaire. Du côté israélien, le ministre israélien de la Défense avait déclaré qu'Israël avait lancé une attaque préventive contre l'Iran. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu avait affirmé qu'Israël briserait les os du pouvoir iranien et surtout s'assurer que l'Iran n'obtienne pas l'arme nucléaire. Donc, à l'évidence, il n'y a pas eu d'attaque iranienne. Les Iraniens n'ont pas bougé du côté militaire. Maintenant, donc, les objectifs de ces opérations américo-israéliennes, on peut les classer en quatre. Elles sont quatre, mais elles changent un petit peu de temps en temps selon les jours. Mais en gros, on peut dire que elles ont pour but d'affaiblir durablement les capacités militaires de l'Iran, empêcher l'Iran de parvenir à la production de l'arme nucléaire, détruire les capacités balistiques de l'Iran et enfin changer le régime. On a entendu cela à plusieurs reprises, qu'il fallait changer le régime, etc. Nous sommes donc face à un acte militaire de la part de l'Iran et d'Israël sans que l'Iran ait initié aucune action militaire contre ces deux États. Donc, à partir de là, la question qui se pose, quel est le droit applicable? Le droit applicable, eh bien, on revient toujours aux fondamentaux, c'est la Charte des Nations Unies et les instruments des Nations Unies. Nous avons tout d'abord la Charte des Nations Unies qui, on rappelle, c'est une convention qui a obtenu l'accord de tous les États du monde. C'est-à-dire tous les États membres ont ratifié cette convention et ont adhéré à ces principes, aux principes qu'elle contient. L'article 1er de la Charte des Nations Unies décrit les buts poursuivis par les Nations Unies. Et le paragraphe 1er, l'alinéa 1er, il stipule que les buts des Nations Unies sont maintenir la paix et la sécurité internationale et à cette fin, prendre des mesures collectives efficaces en vue de prévenir et d'écarter les menaces à la paix et réprimer tout acte d'agression
ou autre rupture, etc. Donc la question qui suit immédiatement, qu'est-ce qu'un acte d'agression? Eh bien, c'est l'Assemblée générale qui a donné une définition de l'agression que l'on reverra tout à l'heure. L'article 2 de la Charte des Nations Unies pose également les principes généraux que doivent suivre les États dans leurs relations internationales. Et l'alinéa 4 de cet article stipule que les membres de l'organisation s'abstiennent dans leurs relations internationales de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts et les principes de la Charte. Il s'ensuit que une telle attaque, elle est interdite par la Charte des Nations Unies, puisque les États doivent s'abstenir. Cependant, il n'est pas complètement interdit d'avoir recours à la force armée. Ce n'est pas une interdiction totale, puisque la légitime défense est autorisée. Alors, qu'est-ce que la légitime défense? C'est l'article 51 de la Charte qui dit, c'est le droit qui est sacré, le droit sacré qui appartient à chaque État de répondre à une agression qui a déjà eu lieu. Et c'est l'article 51 est clair à ce sujet, c'est-à-dire que il faut attendre qu'une agression ait eu lieu pour y répondre. Or, dans le cas que nous examinons, ce n'est pas l'Iran qui a attaqué, mais bien les États-Unis et Israël. Donc, théoriquement, ils n'ont pas le droit de se prévaloir de la légitime défense. Et s'ils n'ont pas le droit de se prévaloir de la légitime défense, et s'il n'y a pas une action collective qui a été initiée par le Conseil de sécurité ou par un groupe d'États, donc c'est une action unilatérale qui n'est pas non plus acceptée par la Charte des Nations Unies, et ce qui fait que cette attaque constitue une agression. Et cette agression, c'est quelque chose qui est interdit par le droit international, puisque c'est l'Assemblée générale, en 1974, qui a donné la définition de l'agression dans la résolution 3314. Et dans cette définition, ce qui est intéressant, c'est qu'on a enlevé la notion de menace contre la paix, parce que nous avons vu au départ que les États ont le droit d'agir quand il y a rupture de la paix, mais aussi quand il y a menace. Or, dans la question de l'agression, il n'y a plus menace. La notion de menace n'existe plus, c'est-à-dire qu'il faut une attaque avérée. Une menace n'est pas suffisante. On ne peut plus. Et donc, toute la philosophie de la Charte des Nations Unies tend à écarter cette notion de guerre préventive. Nous ne pouvons pas admettre cette notion de guerre préventive, sinon elle ouvre à tous les abus, tous les États pouvant être sujets à des attaques sous prétexte d'une action préventive. Donc l'action préventive n'est pas admise. Selon la résolution 3314 de l'Assemblée générale des Nations unies, l'emploi de la force armée en violation de la Charte par un État agissant le premier constitue la preuve suffisante à première vue d'un acte d'agression qui est interdit. C'est très clair, c'est-à-dire que les textes sont très clairs et c'est pour cela que tous les juristes et tous les États du monde entier disent que cette attaque est une attaque qui n'est pas licite. C'est pas parce que le droit est violé qu'il n'existe plus. Vous savez, le droit pénal interdit les assassinats et les meurtres, par exemple. Or, il y en a tous les jours.
et parfois on note une certaine augmentation. Cela ne veut pas dire pour autant que le code pénal n'existe plus. Donc, il est évident que la violation systématique du droit international peut affaiblir le système international sur lequel repose le monde depuis 1945 en particulier, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Le traumatisme de la Seconde Guerre mondiale est toujours présent en Europe. Il semble un petit peu oublié dans d'autres régions, mais tout le système de la charte peut être mis à mal. À titre d'exemple, la création du Board of Peace est une menace, c'est un moyen de contourner le Conseil de sécurité et par conséquent de court-circuiter les Nations Unies. Et donc c'est les agissements politiques de certains États qui mettent à mal tout le système de sécurité collective sur lequel repose notre monde actuel. Les guerres n'ont jamais donné quoi que ce soit de bon, ni de constructif. Ceci dit, ce genre de crime n'est pas soumis à une prescription. Alors, même dans 100 ans, même dans 1000 ans, les gens pourront toujours faire le nécessaire s'ils le veulent, enfin les États, je veux dire. C'est donc une question uniquement politique, de décision politique, de vouloir politique, mais l'essentiel, c'est que la sécurité collective ne soit pas mise à mal. Comme dernier mot, moi, ce que je souhaite, c'est toujours l'application du droit international et des buts de la Charte des Nations Unies, parce que vivre toute notre vie en guerre, ce n'est pas possible. Tous les États passent par des moments difficiles, mais je crois qu'il est temps que ça s'arrête, mais pas par la force, par le recours illicite à la force armée, mais par l'application du droit international, les droits de l'homme, du droit international humanitaire et des principes démocratiques et de la sécurité collective. Voilà, c'est le seul moyen d'avoir une paix durable. C'est à ça que l'on aspire, une paix durable.